Essayer d'être dans les temps. Voilà. Donc, rappel anatomique. Évidemment, vous le savez, on oppose les muscles extrinsèques comme le trapèze ou le grand dorsal et les muscles intrinsèques qui sont plus proches de la colonne vertébrale comme la masse sacro-lombaire. Sur cette coupe axiale, on voit cette masse sacro-lombaire, le carré des lombes et les psoas qui créent ce qu'on appelle une poutre composite qui protège manifestement la colonne vertébrale. Cette masse sacro-lombaire, vous le savez, est constituée du multifidus, qui est le muscle le plus médian, du longissimus et de l'iliocostal, qui est plus latéral. Ce sont des muscles qui sont a priori proches de la colonne, qui sont en théorie stabilisateurs. À l'opposé, vous avez donc le carré des lombes, le psoas, qui sont un peu plus à distance de la colonne, et qui seraient en théorie plutôt mobilisateurs. Alors après, ça devient complexe, parce qu'il faut associer à ça le caisson abdominal, qui est composé donc des muscles de la paroi abdominale, du diaphragme thoracique et du diaphragme pelvien, donc on peut considérer que ce sont des muscles de la colonne vertébrale. Il y a surtout les muscles sous-pelviens qui agissent sur la vertèbre pelvienne. Donc vous avez ici les ischio-jambiers et le grand fessier qui maintiennent la rétroversion. Et puis vous avez les faisceaux du quadriceps qui vont plutôt être antéverseurs. Alors le grand fessier est un muscle quand même important, on en a parlé un peu ce matin déjà, puisqu'il est caractéristique de la bipédie. Buffon disait qu'il n'y a que de fesses que chez l'homme. C'est une phrase qui est très connue qu'on apprend à nos étudiants. En fait, ce grand fessier que vous avez sur la flèche marron maintient l'extension entre le fémur et le bassin. La masse acrolombaire converge, selon Kapandji, vers L3. Il y a un genre d'étoile musculaire autour de L3. Et on sait que ces muscles postérieurs, avec un bras de levier B, sont essentiels pour maintenir l'équilibre sagittal, avec des contraintes au final qui sont connues sur les disques. Et on sait que quand on a une kyphose, le bras de levier va diminuer, le bras de levier de ses extenseurs va diminuer et mettre un peu en péril l'équilibre. C'est un facteur musculaire à prendre en compte. Alors il y a la contention pneumatique antérieure, c'est comme un airbag antérieur, qui est constitué, vous savez, par les muscles de la paroi abdominale et ces deux diaphragmes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une contention pneumatique postérieure. C'est la masse sacro-lombaire qui est entourée par l'aponévrose qui fonctionne comme un pneu inextensible. Et quand le muscle va se contracter, cette aponévrose va se mettre en tension. Elle est faite, vous savez, de couches superficielles et de couches profondes. C'était très bien étudié par Bogduc. Et quand on opère voie postérieure, on touche les muscles et en général, on ne réinsère pas bien l'aponévrose et on perd un peu de cette contention pneumatique postérieure. Alors, l'innervation est très importante, elle est multisegmentaire, elle se fait par ces rameaux postérieurs avec différentes branches et on peut observer une compression de ce rameau postérieur qui peut entraîner donc une atteinte musculaire comme un syndrome canalaire. Alors, les explorations seront reprises dans les topos rapidement après, dans les autres topos, il y a l'électromyographie de surface, l'ultrasonographie, les tests isocinétiques et isométriques. Là, vous avez un exemple de test isométrique. Ça a été étudié notamment chez lombalgie chronique. On sait que chez lombalgie chronique, en isométrie, il y a une baisse de 50%, de 30 à 50% des extenseurs. Ce sont les extenseurs qui sont principalement touchés. On a retrouvé la même chose dans l'isocinétisme, qui est plus proche de la vraie vie, avec une diminution, vous voyez, toujours dans la lombalgie chronique, de la force des extenseurs plus que des fléchisseurs. Et puis, on sait aussi qu'il y a l'histoenzymologie. Alors là, vous rappelez vos études de première année de médecine, ou un peu après, des fibres 1 qui sont rouges, qui sont à contraction plutôt lente et qui participent à la posture, les fibres blanches qui sont un peu plus rapides et qui vont participer au mouvement. Après, il y a les fibres intermédiaires, 2B et les 2C sont des fibres pathologiques. On sait qu'il y a une répartition, notamment dans les muscles postérieurs, différente selon le niveau. Il y a 70% de fibres 1 qui participent à la posture, donc à l'équilibre en thoracique, un peu moins en lombaire. Dans le sens transversal, il n'y a plus de fibre 1 dans le multifidus, qui est paramédian. Et dans le sens antéro-postérieur, il n'y a plus de fibre type 1 en profondeur. Alors en microscopie, on peut avoir de la fibroadipose, on en verra des exemples. On peut avoir aussi des anomalies mitochondriales avec des images assez spécifiques, comme les pseudocorps ou les fibres en haillons, qui sont des images qu'on observe dans les vraies myopathies. Et on sait que dans les lombalgies chroniques, il y a des signes qui se rapprochent un peu de ça. Et Madame Coquet, qui était une anatomopathologiste bordelaise, nous disait qu'il y avait des lésions de type neurogène par atteinte du rameau postérieur qu'on a vu tout à l'heure, avec un phénomène de grouping, de lésions un peu groupées des fibres musculaires, des lésions myogènes comme celles qu'on vient de décrire, et de la dystrophie qui est la forme la plus grave. Alors, la tomodensitométrie et l'IREM sont importants. On doit surtout parler de l'IREM qui permet d'étudier les surfaces, vous voyez, du psoas, qui permet de faire des calculs de centre instantané de rotation et de bras de levier sur des coupes axiales, bien sûr, et qui permet de reconnaître la texture en graisse. Et depuis Hadar, suite à Gouttalier, on sait qu'on a une dégénérescence progressive, selon les types 1, 2 ou 3,
graisseuse de type 3, il y a plus de la moitié de la surface qui est entourée de graisse. Vous voyez des exemples sur le même patient, en scanner et en IRM de ADAR 2. Là, vous avez un ADAR 3 en région lombaire. Et par exemple, dans la syphose arthrogénique ou dégénérative, on sait que cette dégénérescence est souvent de type 2 ou 3 et que la caractéristique, c'est qu'elle remonte très haut en région thoracolombaire, ce qui est quand même assez exceptionnel. Là, c'est un exemple d'un sujet qui a un canal lombaire étroit très étendu, notre ami Benchik. Vous voyez, c'est un canal très étendu et les muscles sont très altérés à tous les niveaux, avec cette coupe sagittale qui est très impressionnante. Là, il y a probablement un syndrome canalaire étendu qui explique cette dégénérescence musculaire postérieure. Alors, un cas aussi intéressant en IRM, c'est une jeune fille qui est lombalgie chronique à 15 ans, qui n'a pas de très grosse discopathie, juste un disque L5S1 un peu noir, et qui a cette dégénérescence graisseuse tout à fait étonnante. Donc, dans les lombalgies chroniques, il y a déjà ces altérations musculaires. Et il faut savoir que cette dégénérescence graisseuse est réversible. Il y a un exemple d'un sujet qui était lombalgique, on lui dit fait de la rééducation. Ce n'est pas très spectaculaire, mais on peut dire quand même qu'il y a une diminution de la graisse au niveau de ses muscles paravertébraux. C'est intéressant à le savoir. Et dans la chirurgie, on a pu comparer les chirurgies mini-invasives ou moins mini-invasives. Là, c'est un recalibrage interépineux qui est quand même peu invasif, mais qui l'est encore un peu. Vous voyez, en post-opératoire, les muscles sont altérés. Mais si on fait un recalibrage transépineux, on a étudié ça, les muscles sont beaucoup moins altérés. Alors, pour aller dans cette étude d'IRM, pour ne plus en parler, Olivier Gilles a bien étudié ça. Il a étudié ce qu'on appelle les zones d'intérêt, avec ce qu'on appelle surtout l'étude de la composante contractile, par opposition à la composante graisseuse. Et il a démontré que quand on faisait une arthrodèse, on pouvait comparer le préopératoire en distal et le post-opératoire. Et en post-opératoire en distal, c'est-à-dire au-dessous de l'arthrodèse, on a une diminution de 29% de la composante contractile. C'est un peu moins vers le haut. Il y a aussi une altération vers le haut par rapport à l'arthrodèse. Il y a une altération, une diminution de la composante contractile plus faible de 5%. Alors dans les scolioses, je vais passer cette image parce que ça va être repris par Mathieu. Il y a des différences entre la concavité et la convexité. Ce qui est juste intéressant, c'est de voir que ce sont des études anciennes. Ces médecins qui avaient fait des études sur le muscle ont fait des prélèvements au niveau des deltoïdes, au niveau du quadriceps, au niveau du grand fessier. On trouvait aussi des anomalies dans des scolioses idiopathiques, c'est un peu curieux, des anomalies dans les autres muscles, autres que les muscles de la concavité ou de la convexité. Quand on a une aussi sévère scoliose, là, on avait fait des prélèvements, on a des lésions neurogènes, c'est-à-dire qu'on a le phénomène de grouping, ce sont les nerfs intercostaux qui sont comprimés et les muscles concaves qui sont complètement altérés. Sur le plan électromyographique, vous le savez très bien, on a une hypoactivité électrique du côté convexe, ça a été à la base de traitements un peu abandonnés comme la stimulation électrique externe ou interne. Et puis, dans la scoliose dégénérative donc, de l'adulte, l'IRM est tout à fait essentiel. Vous voyez, on a des coupes au niveau lombaire bas et on est, vous voyez, du côté ici de la concavité lombosacrée. C'est sans surprise que c'est de ce côté-là qu'on aura la dégénérescence musculaire par rapport au côté opposé. Et si on fait une coupe au niveau de la concavité principale, eh bien c'est toujours du côté de la concavité que les muscles seront le plus altérés, probablement par atteinte des nerfs qui sont pris dans le syndrome canalaire que je vous ai montré tout à l'heure. Pour terminer, dans la syphose arthrogénique et la caricature de la lésion musculaire, on avait étudié en isocinétique ces patients, 10 patients, vous voyez, on les avait étudiés, on avait comparé fléchisseurs-extenseurs et on voit qu'il y a un gros défaut des extenseurs, ça c'est sûr, ce n'était pas une surprise, mais on a comparé qu'il y avait une atteinte aussi des grands fessiers, parce qu'on peut tester les grands fessiers en isocinétique, vous voyez, de façon tout à fait normale. On avait testé les muscles des membres inférieurs, il n'y avait pas de différence avec les sujets normaux. Donc la syphose arthrogénique, c'est une mécanique, il y a un problème ostéo-articulaire, les disques se pincent, les articulaires s'hypertrophient, mais il y a aussi une insuffisance musculaire, conséquence ou cause, c'est difficile à dire, avec insuffisance des paravertébraux et insuffisance des fessiers. Voilà, pour conclure, eh bien, donc des muscles intrinsèques, extrinsèques, c'est un peu théorique, mais c'est un peu mixé. Muscles mobilisateurs, stabilisateurs, oui, ça se conçoit assez bien. Il faut savoir que la contention pneumatique antérieure et postérieure, les rééducateurs qui sont ici le savent, c'est très important. Les muscles sous-pelviens sont bien à prendre en considération, notamment le grand fessier. Et quand l'IRM est pour nous un examen d'exploration indispensable. Je vous remercie.